Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le lundi 24 mai 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Exbase. Le délai de 10 jours francs court à compter de la réception de l'information par l'employeur pour la consultation du dossier constitué par CPAM. Dans cette affaire, une salariée avait déclaré le 29 septembre 2015 une pathologie que la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, avait prise en charge le 12 janvier 2016 au titre du tableau numéro 7 des maladies professionnelles. La société avait contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. En appel, les juges avaient décidé que la Caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire et avait dit que la décision de prise en charge n'était pas opposable à l'employeur. À l'occasion d'un pourvoi, l'organisme arguait que la Caisse doit mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise 10 jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations. Et dans sa décision du 12 mai 2021, la deuxième chambre civile écarte le moyen soulevé par le demandeur. Selon l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 qui est applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction, conformément au dernier alinéa de l'article R 441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis est susceptible de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier. Ce délai de 10 jours francs court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. L'existence d'une société créée de fait entre concubins qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage. Ces principes ont été énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation au terme de son arrêt rendu le 12 mai dernier et procédant d'un rappel de solutions bien acquises depuis 2004 et dont il résulte une impossibilité de recourir à la notion de société créée de fait en tant que solution à la liquidation d'un patrimoine immobilier constitué entre concubins. C'est donc sans surprise que la haute juridiction a censuré, en l'espèce, au visa de l'article 1832 du Code civil, l'arrêt qui, pour dire qu'il avait existé une société de fait entre les concubins et que sur le prix de vente de l'immeuble, il devait revenir 11 165,80 € au premier et 15 524,50 € à la seconde, avait retenu que les concubins avaient acquis une maison d'habitation au moyen de la constitution d'une société civile immobilière dans laquelle chacun possédait le même nombre de parts, que la constitution de cette société ainsi que les factures produites démontraient qu'ils avaient l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes. Quelles conséquences de l'absence de notification du droit de se taire devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire ? Dans cette affaire, une personne placée en détention provisoire avait vu sa mesure prolongée pour une durée de 4 mois par ordonnance du JLD. Un appel avait été formé et la Chambre de l'instruction a écarté l'exception de nullité tirée de l'absence de notification du droit au silence. Un pourvoi a été formé. Et dans sa décision du 11 mai 2021, la Chambre criminelle rejette le pourvoi. Tout comme la Chambre de l'instruction appelée à se prononcer sur une mesure de sûreté, le JLD statuant en matière de détention provisoire doit s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne déférée, et ce, à tous les stades de la procédure. Le droit de se taire doit être notifié à l'intéressé lors du débat contradictoire devant le JLD, dès lors que celui-ci pourrait être amené à faire des déclarations susceptibles d'être prises en considération
par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. Cette obligation existe nonobstant la notification préalable du droit de se taire à l'intéressé. Le défaut de notification a pour seule conséquence que les déclarations faites à l'audience ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions prononçant donc un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. En cas d'utilisation de propos irrégulièrement recueillis devant le JLD, dans les suites de la procédure, l'intéressé pourra exciper d'une atteinte à ses intérêts dans l'administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant les juridictions de jugement ou une déclaration de culpabilité. La notification préalable de l'exécution forcée est obligatoire. La connaissance de la décision est insuffisante. Dans cette affaire, sur le fondement d'un jugement de divorce, l'époux avait été condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse d'un montant de 30 000 €. Cette dernière avait fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire qui a été fructueuse à hauteur de 1 600 € environ. La saisie avait été dénoncée le 8e jour à l'époux. À l'occasion d'un pourvoi, le demandeur faisait grief, à l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Cour d'appel d'Amiens, de l'avoir débouté de sa demande de main levée, de la saisie-attribution et de l'avoir condamné à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intéressé énonce que même dans le cas où un jugement est passé en forme de chose jugée, il ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié. En l'espèce, la Cour d'appel, pour énoncer cette solution, avait précisé que le juge de l'exécution avait relevé que l'époux ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement, prononcé contradictoirement, et dont il avait interjeté appel avant de se désister de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. En conséquence, le jugement énonce que la décision de première instance était devenue définitive et exécutoire et permettait à l'épouse de s'en prévaloir pour pratiquer la saisie-attribution. Et dans sa décision du 20 mai 2021, la deuxième chambre civile censure le raisonnement des juges d'appel. Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.